dès le début, ça a été nous ne sommes pas satisfaits de l'offre alimentaire, donc nous allons reprendre notre outil de consommation en main. Nous, citoyens, nous allons recréer notre outil de consommation. Et évidemment, c'est vrai qu'il y a un facteur qui est super facile pour nous, c'est que tout le monde mange tous les jours, tout le monde fait ses courses tout le temps, donc forcément ça fédère rapidement beaucoup de monde. Parce qu'aller faire ses courses et se dire on va les faire ailleurs qu'au supermarché parce qu'on en a marre, de toute manière c'est un acte qui fédère beaucoup de monde. Autant de gens impliqués que de gens pas très impliqués mais un peu impliqués quand même. Parce que forcément c'est quelque chose qu'on fait tous. Donc ça ne peut dans l'absolu intéresser que tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui ne seront pas intéressés par le principe de fonctionnement, par la participation, par tout ça. Mais le sujet lui-même, il est très porteur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, au travers du fait que ça va attirer plein de monde, on peut se mettre à élaborer et à parler de tout le système de fonctionnement et de mettre ensemble en place des modèles de fonctionnement. Et le fait que ça fédère beaucoup de monde, ça fait qu'on a en notre sein, rapidement, beaucoup de compétences. Et que donc on n'a pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur, ces compétences. Donc ça, voilà, ça a été un de nos atouts très importants, c'est qu'on a un sujet porteur et du coup plein de compétences qui viennent s'y rallier. Donc ça, c'est vrai que ça a été assez facile pour nous de ce point de vue-là. Et vous êtes à Montpellier. Et on est évidemment en ville, dans une ville universitaire, avec donc plein d'étudiants entre autres intéressés dans tout ce qui est agroécologie, économie sociale et solidaire, etc. Et donc forcément, au départ, il y a un pôle de personnes vraiment compétentes déjà et très intéressées par ces questions-là, quoi. Et les produits que vous vendez, c'est bio uniquement ou local, production locale? Pas du tout. Vous êtes en contact avec des producteurs? C'est quoi alors ça, oui. Alors, non, je dis pas du tout, pas d'exclusivité, c'est ça en fait. On n'est pas dogmatique. Voilà, nous notre principe, c'est on veut être ouvert à tout le monde. Notre idée, c'est reprendre en main l'outil de consommation et créer des filières durables. Et faire en sorte d'aller vers une alimentation de meilleure qualité, accessible à tout le monde. Mais c'est pas un truc qui se décrète. On peut pas dire du jour au lendemain, bah voilà, on ne vend que des trucs super merveilleux, géniaux, parce que c'est recréer un énième magasin bio et créer une sorte de secte. On va se retrouver à 40 et puis où il n'y a personne qui va venir. Bio c'est une chose, local c'en est une autre. En tout cas, peut-être. Alors, pour vous donner une idée à propos du local, alors local déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Voilà. Dans l'Hérault, là c'est pas nous qui le disons, hein, c'est l'INRA. Si on prend toutes les terres agricoles de l'Hérault, imaginons quand on rêve que toutes les terres cultivées en vigne soient du maraîchage, on nourrirait 36% de la population de l'Hérault. Nous n'avons pas de terres agricoles dans l'Hérault, largement en déficit de terres agricoles. Donc le local, ça veut dire qu'il faut aller chercher à manger de toute manière ailleurs. Alors qu'il y a d'autres régions où ils ont tout autour, ils en ont même trop et ils peuvent en revendre à côté. Donc nous, notre problématique, c'est à Cagette, nourrir 3000 personnes, en gros, hein, nourrir 3000 personnes en centre-ville à Montpellier. En essayant de trouver d'autres filières et de créer d'autres... Il y a toute la question logistique qui va avec, quoi. Donc notre idée, c'est plutôt de partir de la situation telle qu'elle est pour aller vers mieux. C'est pas de décréter un truc merveilleux où on vend que du bio et on est tous entre gens qui se cooptons, qui nous connaissons bien et qui sommes tous d'accord sur des principes très très arrêtés. Tout le monde va au supermarché quasiment et tout le monde a des habitudes. Les gens qui fabriquent des produits transformés, ils évoluent petit à petit, ils commencent à avoir des grossistes de produits transformés de bonne qualité. Mais bon, ça se fait petit à petit, ça se fait pas en un jour, c'est pareil. Donc l'idée, c'est de proposer toutes sortes de produits accessibles à tout le monde. Donc il y a certains produits qui sont de super qualité et des fois un petit peu chers. Et à côté, on propose un produit de qualité mais vraiment standard qui vient d'un grossiste. On n'est pas des prescripteurs alimentaires, on n'est pas là pour dire aux gens vous devez manger ci, vous ne devez pas manger ça. On est là pour que les gens découvrent des nouveaux produits, pour que le fait d'embrasser petit à petit les prix commencent à baisser,
Donc voilà, on est parti dans une aventure de longue haleine, quoi. On n'est pas parti, on peut pas décréter le bonheur, on peut pas décréter un nouveau système magique du jour au lendemain. Ça peut pas marcher, ça n'existe pas, c'est pas pragmatique. Donc l'idée c'est que quelqu'un qui rentre chez nous soit pas dépaysé. Est-ce qu'on peut agir dans le sens, parce que là c'est la situation d'aujourd'hui, votre situation de demain, parce qu'on a le droit de rêver un petit peu pour faire de l'état A à l'état B. Oui. On ne fait que ça au quotidien. Alors ça serait quoi votre rêve là pour les 5 ans à venir? Concrètement, tu dis améliorer, par exemple, on a aidé des producteurs à se lancer. Puisqu'ils sont venus vers nous, ils voulaient se lancer, et on leur a dit, voilà, nous on va être intermédiaire honnête, vous vendez ça, on vous prend, et déjà on fait la différence par rapport à un magasin classique, parce qu'on leur dit, tout ce que vous produisez, on va vous le vendre, même si c'est un surplus de salade, on vous le prend quand même, on se débrouille, alors que d'autres producteurs vont dire, non, du jour au lendemain, non, d'autres distributeurs vont leur dire, non, vous, on fait un trouver mieux que vous laisse tomber. Du coup, rien que ça, on a permis au moins un producteur, un jeune de se lancer. Et il y en a d'autres qu'on soutient qui sont pareils, qui ont les AMAP qui galèrent ou qui sont d'autres raisons. Et du coup, on fait des relations de long terme avec eux. Ça c'est ce qu'on fait concrètement. À long terme, le rêve peut-être c'est carrément d'avoir des fonds pour pouvoir aider des producteurs à se lancer. Mais bon, déjà, si on aide des producteurs, on leur vend leur production, c'est déjà pour eux, ils nous ont dit déjà, il y en a plusieurs qui nous ont dit ça, c'est déjà, on n'a jamais vu. Vous êtes le meilleur partenaire qu'on a jamais eu parce que vous êtes honnête, quoi. Et puis parce qu'on a une parole, on crée une filière durable. C'est vraiment un de nos objectifs de créer des filières durables. Donc à partir du moment où ça fonctionne bien avec quelqu'un, on va pas le planter. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, on est parti du principe que ce système de la grande, c'est pas un principe, c'est une réalité, que cette grande distribution, elle lamine toute la production, qu'il y a tous les jours 1 ou 2 suicides de paysans dans ce pays, c'est une catastrophe. Que ce système, il est là pour faire de l'argent, au détriment des producteurs et des consommateurs. Et que c'est un gros système intermédiaire qui est là pour capter les richesses de tout le monde et qui en plus vend l'alimentation de manière parfaitement malhonnête, dans le sens où vendre pas cher, c'est non seulement sur le dos des producteurs et des consommateurs, mais c'est sur le dos de la société tout entière. Parce que pourquoi est-ce que leurs produits sont pas chers? Parce qu'ils n'intègrent pas toutes les externalités, ils n'intègrent pas la pollution que ça engendre, ça n'intègre pas les maladies que ça engendre, ça n'intègre pas le recyclage de toutes les merdes qu'ils vendent, de tous les emballages et tout. Enfin, toutes ces externalités, en fait, elles ont un coût social global pour la société qui est énorme. Et en fait, cette alimentation-là, elle coûte bien plus cher qu'une alimentation de qualité. Et le problème, c'est justement d'arriver à reprendre les choses intégralement en main et à tout remettre sur la table et essayer de trouver les moyens de petit à petit de repartir d'un bon pied. Alors heureusement, à l'heure actuelle, politiquement, les informations commencent à circuler grâce à, pour le coup, à Internet et aux réseaux sociaux et à toutes ces choses-là. Les infos circulent. Et du coup, elles commencent à se savoir. Donc ils n'ont plus le monopole de l'information par la presse, parce qu'il y a maintenant de l'information qui circule. Donc ça permet à tout le monde petit à petit de prendre un peu conscience et à commencer à faire avancer un peu les choses. Alors nous, au milieu de tout ça, on a notre petit laboratoire Cagette, où on essaie de voir comment on peut se débrouiller, par exemple, entre citoyens pour faire une initiative citoyenne et montrer qu'on peut reprendre ce qui nous concerne en main, et essayer de chercher des moyens de fonctionner ensemble. Parce que c'est vrai qu'on est tous habitués à des systèmes pyramidaux descendants avec chef, sous-chef et des gens qui exécutent. Et nous, on n'est pas du tout sur ce mode-là. Chez nous, il n'y a pas de chef. Et on essaie justement de trouver des systèmes de fonctionnement qui nous permettent de prendre des décisions rapides, efficaces, que ce soit modulable, que ce soit fluide. Et c'est ce qui nous a permis d'aller très vite en fait. C'est qu'on va toujours vite pour prendre nos décisions et agir. Parce que les personnes qui prennent en main les choses sont les bonnes personnes pour le faire. Voilà, ça a toujours été un peu le maître mot de notre fonctionnement depuis le début. Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes pour faire ce qu'il y a à faire au moment où il y a à le faire, quoi. C'est-à-dire que chez nous, quand quelqu'un prend une tâche en main, tout le monde peut venir participer, mais ceux qui ne participent pas vont pas venir critiquer.
Ils peuvent dire ah bah tiens, voilà une idée qui pourra peut-être vous servir, mais ils vont... Excusez-moi. C'est génial ça, comment vous en êtes arrivé à ça? J'ai noté un rire nerveux. Ben, en fait, c'était là dès le début en fait. Ouais, en fait, dès le début, on a toujours été, comment dirais-je, animé par une sorte de forme de pragmatisme, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus simple, efficace et naturel. Est-ce qu'on va perdre notre temps à des discussions sans fin et à des choses qui sont faciles à 30 et impossibles à 2400, ou est-ce qu'on va essayer petit à petit de chercher des moyens de fonctionner qui nous permettent de prendre des décisions de manière toujours aussi efficace en étant nombreux. Et c'est là-dessus qu'on bosse depuis en fait 2 ans. C'est un des gros sujets très importants de la Cagette. Et donc depuis le début, et toi tu vas pouvoir en parler parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, c'est sur notre mode de système d'organisation, de comment on fonctionne en réunion, comment on organise les réunions, comment on les prépare et comment elles se déroulent. Parce que c'est très important, parce qu'on a tous vécu des trucs où ça part à U et à Dia et où on s'embarque dans des discussions à non plus finir, où tout le monde a un avis. Alors comment on fait pour prendre des décisions, quel est le mode de fonctionnement pour prendre des décisions, quoi. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Ah ben, on est toutes oui. Ouais. Bah, en fait, depuis le début, on a la chance d'avoir quelques personnes qui étaient déjà, qui a déjà bossé dans d'autres collectifs, impliqués dans des assos, d'autres assos, et qui appliquaient déjà ce mode de fonctionnement où, en fait, qui ont insufflé cette idée comme quoi on se fait confiance. Et il y avait cette idée comme quoi il faut on a besoin d'être nombreux, parce qu'on va pas, c'est pas 5 personnes qui vont tout faire, sinon elles vont s'épuiser, ça va pas même marcher. Il y a un énorme boulot à faire, donc il faut répartir la tâche. Et dès le début, comme je dis, il y avait 5 personnes qui étaient motivées. Moi, ce qu'ils ont fait, c'est de trouver des gens pour faire des choses. Mais ces gens-là, ils leur ont pas dit on veut des sous ou on veut venir nous aider. Ils ont dit bah voilà, on a besoin d'aide, on a ça à faire, qui veut le faire? Et surtout, qui veut le faire? C'était pas, il y avait cette idée en fait du projet qui était déjà, l'idée qui était déjà là. C'était création de marché coopératif similaire à la Louve. Donc il y avait le projet qui était déjà là. Il y avait, et c'était vraiment, voilà, bah, il y a ça à faire, qui veut le faire? Et en fait, après les détails de quelle sera la couleur de la peinture, tout ça, bah, c'était les gens qui se proposaient par exemple de faire la peinture qui allaient le décider un peu par eux-mêmes, quoi. Ou au pire, évidemment, on consultait les autres gens. Mais il y avait cette idée de on fait confiance aux gens, et les gens qui se proposent de faire des choses, et ben en fait, on leur laisse un peu décider. Parce qu'en fait, ils vont le faire bien, et surtout parce que les personnes prennent du temps, prennent la responsabilité de quelque chose. Donc en fait, on va leur faire confiance. Et c'est quelque chose, je pense que c'est ça qui est vraiment fait la différence. Bah, dès le début, il y avait par exemple trouver un local. Et ben, il fallait. C'est la première chose. Non, la première chose c'était trouver des gens et trouver un local. Du coup, il y a des gens qui se sont dit ben moi je m'occupe du recrutement, de la communication. Et du coup, c'était pas une personne, c'était plusieurs personnes qui ont fait un petit comité. Et ces personnes-là, les autres leur ont dit bah allez-y, faites-le, on vous fait confiance. Et on fait un point régulièrement, tous les mois évidemment. Allez-y. Pareil pour l'équipe locale, il faut trouver un local. À l'époque, c'est trouver un petit local pour l'association. Et ils ont cherché et ils s'occupaient de trouver un local. Et après, tous les mois, il y avait ce qu'on appelait un forum à l'époque, maintenant on appelle ça une agora. C'était le retour des comités vers l'ensemble des membres pour dire voilà, bah, on a fait ça. Et s'il y a besoin d'un avis, c'est là qu'ils le faisaient. Mais s'ils trouvaient un local super, ils avaient en fait le droit d'avancer là-dessus. Ils n'avaient pas besoin de demander à tout le monde. Et comme disait Charles qu'on était efficace, je trouve que c'était aussi là-dessus. C'est que les gens en fait avaient la tâche et avaient à la fois la responsabilité et la capacité d'action. Voilà, sur leur domaine local, trouver un local, ils pouvaient avancer, prendre des contacts, tout ça. Et en fait, naturellement, vu qu'on leur faisait confiance, qu'on fait confiance aux gens, on s'est rendu compte, ce que je me suis rendu compte en voyant ça, c'était que en fait, les gens, s'il y avait un truc, une grosse décision, par exemple, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue, et naturellement, ils allaient en fait demander l'avis aux autres. Parce que souvent, quand on fait ça, on a peur de se dire, si on laisse les gens prendre en main quelque chose, et en fait, ils vont prendre des décisions qui seront, où peut-être on ne sera pas d'accord. En fait, naturellement, vu qu'on leur fait confiance, ils vont, dès qu'ils ont un doute, consulter en fait l'ensemble du collectif. Et c'est pas facile, parce que naturellement, on a peut-être
souvent envie de se dire, vu que c'est notre projet un peu à tout le monde, on veut garder la main un peu sur tout. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, toutes les décisions importantes étaient prises avec l'ensemble du collectif. Et des choses aussi qu'on pensait importantes, en fait, ne l'étaient pas vraiment. Voilà, comme je parlais l'exemple de la couleur, mais ça pouvait être, je sais pas, sur les... L'idée, c'est que quand on se fait confiance les uns les autres, les personnes qui font savent qu'elles sont soutenues par les autres, puisque les autres leur font confiance. Donc, elles font ce qu'elles font dans l'esprit du collectif, avec leur manière de faire. Et s'ils ont un doute, forcément ils vont consulter les autres parce qu'ils diront là on ne se sent pas sur ce point-là, on a besoin d'un peu plus de compétences, ou d'avis, ou de. En gros, l'idée c'est que les personnes qui sentent les capacités et l'envie de prendre une tâche en main, la prennent en main et ont toutes les capacités de mener cette tâche à bien. Voilà. Et l'idée aussi c'est que, et ça c'est très important, c'est qu'il n'y ait jamais aucun lien de subordination d'aucune sorte. Personne ne donne d'ordre à qui que ce soit et personne n'a à attendre l'approbation suprême de qui que ce soit. C'est un concept qui n'existe pas chez nous en fait. Mais concrètement dans la gestion, c'est-à-dire que quand vous avez effectivement une équipe qui va assurer l'ouverture au public, une équipe qui va assurer la réception des produits, etc. Tout le monde sait que l'ordre c'est d'aller dans le même... Voilà, pour la gestion quotidienne, comment vous faites justement avec toute cette équipe de bénévoles qui, quand il n'y a pas de subalternité, mais en même temps... Alors, il y a un planning. On est super organisé. On est les rois de la procédure. Ça peut vous paraître angoissant quand si j'utilise le terme procédure, parce qu'on pense banque, administration, procédure, c'est horrible. En fait, c'est vachement bien les procédures quand c'est mis à sa place et utilisé comme il faut. Toutes les tâches, pour vous parler rapidement du fonctionnement du magasin, mais toutes les tâches du magasin, elles sont décrites dans des procédures qui sont très très clairement écrites et détaillées, à tel point que si on est tous très occupés, chacun peut aller trouver la procédure qui correspond à la tâche qu'il a envie de faire. La caisse, pour savoir comment, je sais pas, comment on fait du réassort dans un bac de vrac, pour le faire de la manière qui convient, hygiénique, dans les règles de l'art, etc. Comment est-ce qu'on nettoie un frigo, avec quel produit, quel ustensile, enfin tout est très très détaillé. Il y a des salariés quand même. Alors, je vais en parler après parce que justement, le rôle des salariés, les salariés, ils sont leur fiche de poste, c'est animateur réseau. Les salariés, ils sont là pour fluidifier, faciliter les tâches des membres et pour la tenue du magasin. Eux, ils sont là au quotidien, donc ils sont là pour faire le suivi des commandes, puisque quelqu'un qui vient 3 heures toutes les 4 semaines ne peut pas assurer des tâches de suivi régulières. Donc ça, c'est le travail des salariés. Par contre, les salariés ne sont pas là pour faire les tâches de fonctionnement du magasin. Ils sont là pour dire à telle heure, on va avoir tel truc à faire. Ils installent les choses, ils écrivent les choses sur un tableau. Les gens qui viennent faire leur créneau prennent les tâches, choisissent les tâches qu'ils vont faire et qu'ils veulent faire. Personne ne dit à personne tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça. Ou tu dois. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne qu'il y a un certain sur le tableau. Voilà, il prend cette tâche. Voilà, par exemple, il va falloir nettoyer les toilettes ce matin. Il y a quelqu'un qui dit moi je le prends, il coche la case, il se débrouille pour aller nettoyer les toilettes. C'est pour donner un petit exemple, quoi. Mais c'est un peu le principe de fonctionnement les tâches sont claires, les tâches sont toutes claires, les tâches sont écrites déjà. En fait, la différence, c'est que là, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel. Nous, on est en montage de projet, sans lieu, donc je pense que ce sera un peu plus clair quand on aura un seul lieu. Alors évidemment, ça s'est fait petit à petit. Ça a mis 3 ans. Mais en fait, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on savait qu'il y avait ce magasin de Paris, et encore plus vieux, celui de New York, dont on s'inspire. Il a 43 ans, 45 ans maintenant, ce magasin de New York, coopératif, qui a un fonctionnement comme ça, avec des membres qui font 3 heures par mois, des salariés, et on savait qu'ils avaient ces procédures. En fait, on a juste reproduit un peu leur mode de fonctionnement, et depuis le début, on tendait vers ça, et on a mis des années, en fait, plusieurs années, 3 ans, à défricher le boulot, à comprendre, il faut faire des procédures pour les mésorients, et ça en est arrivé à un point où, en fait, le mardi de 8h à 11h, c'est écrit sur une feuille,
les tâches à faire chaque semaine, c'est ça, 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 ça. Donc quand on est membre et quand on vient faire son créneau de bénévolat, on sait qu'il y a ça à faire, et on se répartit en fait les tâches entre les membres présents. Parce que voilà, mais ça c'est construit au fur et à mesure. Mais du coup, le boulot qui a été fait dans le lancement, ça a été les salariés ont surtout fait ce travail-là de trouver toutes les tâches qui sont à faire et d'organiser pour qu'on sache ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'en fait, au début, le plus dur, ça a été de pas faire, qu'eux-mêmes ils ne fassent pas ce travail-là, mais c'est-à-dire qu'ils laissent les gens faire les tâches et de trouver les tâches qu'il y a à faire pour après les écrire quelque part et pouvoir dire aux gens il y a ça à faire. Parce que le problème quand on lance un projet collectif comme ça, quand il y a des salariés et des bénévoles, le risque c'est que les salariés sont là tout le temps, donc ils savent un peu ce qu'il y a à faire et qu'ils fassent les tâches. Alors en fait, eux ils sont forcés, et ça a été très dur pour eux, de ne rien faire, de laisser, et plutôt de ne rien faire et de dire aux gens quand il y a un truc à faire. Par exemple, il faut nettoyer une chambre froide, ou il faut tout le temps déléguer, et pour qu'ils aient le temps de trouver des solutions pour que ce soit après. Leur but à long terme, c'est toujours, en gros, qu'à un moment donné, s'ils sont plus là, ça marche quand même. Et d'ailleurs, ça arrive des fois, en fait, ils ont des réunions, d'autres trucs à faire. Pendant 3 heures, ils sont pas là et le magasin il tourne. Parce qu'en fait, tout est déjà. Je voudrais juste préciser un tout petit truc. En fait, donc coopérateur. Nous, c'est pas le modèle qu'on a choisi pour plusieurs raisons, et notamment le fait qu'on n'est pas à Montpellier, qu'il y a beaucoup moins de monde, et qu'on a vraiment, quand on en a reparlé, on avait vraiment envie d'une mixité, et notamment de pouvoir aussi accueillir les touristes. Donc ça, c'est pas un modèle qu'on va pouvoir appliquer. Et pareil, quoi. On n'est pas une coopérative, vous êtes une coopérative d'acheteurs, de consommateurs, comment on appelle ? Voilà. C'est un autre modèle, nous, statistique est différent. C'est une coopérative basique. Il n'y a qu'un seul collège en fait, il n'y a qu'un collège de membres, il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est une grosse différence. Non, ce qui est intéressant, ce qui peut vous intéresser, c'est tout le système de tout notre fonctionnement pour les prises de décision. Voilà. Et justement l'autonomie, quoi. Comment est-ce que comment est-ce qu'on est arrivé petit à petit, on a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, hein, mais à faire en sorte que chacun puisse. L'idée c'est que tout le monde, quelles que soient ses capacités, ses connaissances, ses envies, puisse prendre sa part. On ne regarde pas si on a un qui fait plus ou qui fait moins. Quand quelque chose est fait, même si c'est petit, c'est fait par quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui participe. On n'est pas à regarder les uns les autres qui a fait plus que l'autre. On n'est pas du tout là-dedans. On est tous ensemble. Et l'idée c'est, comparativement à un système qui veut tout standardiser, et qui donne des tâches similaires à tous les humains, ce qui est en réalité pas possible. Il y a des gens qui peuvent plus, il y a des gens qui peuvent moins, il y a des gens qui peuvent différemment. C'est d'essayer de recréer un système dans lequel toute la biodiversité humaine puisse fonctionner de concert, tous ensemble, avec nos particularités à chacune, quoi. Et donc c'est ça, en fait, socialement, c'est très différent de tout ce qu'on a vécu pendant ces 50 dernières années, quoi. Et donc tu peux expliquer l'histoire des pôles, des comités, l'agora, tout ça? Alors bon, dans notre architecture globale, on a on est soumis au cadre légal, donc on doit élire une présidence. Ça, on est obligé par la loi parce que c'est notre statut légal. Et l'idée, c'est que c'est de déléguer tout. Donc en gros, notre présidente, parce qu'aujourd'hui c'est une présidente, elle délègue en quelque sorte tous ses pouvoirs à tous les coopérateurs. Sauf un dont elle ne peut pas se départir du tout, c'est le suivi des salariés, parce qu'elle est légalement responsable des salariés, donc elle s'occupe du suivi salarié et ça, elle le prend en charge. Ah ouais. Elle n'est même pas seule, au sein d'un comité, évidemment, elle ne le fait pas toute seule, mais en fait, légalement, il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de tout, c'est la présidence. Si on a un gros problème, au tribunal, c'est elle qui sera toute seule. Donc, nous, notre responsabilité commune, c'est de faire en sorte qu'elle ne s'y retrouve pas. Et donc, c'est ça l'idée de participer, c'est de faire tous ensemble au mieux. On essaie toujours de faire au mieux, en fait. On est toujours dans cet esprit-là. Comment faire au mieux pour la collectivité ?
Alors on a cherché comment on allait pouvoir s'organiser. En fait, c'est parti finalement de... le système s'est élaboré de la base. On s'est dit comment est-ce qu'on fonctionne en réalité quand on va faire des choses. C'est quelqu'un qui dit moi j'ai envie de faire tel truc, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout de suite la réponse a été t'as envie de le faire, fais-le. Ah bah ouais, tiens chiche, allez hop j'y vais. Et en fait tout est parti de ce petit truc là. Voilà, exactement. Et donc quelqu'un qui a une idée, il dit qui même me suivent, qu'est-ce qui a envie de faire ce truc là avec moi, et hop on crée un comité ensemble. Et ce comité de personnes qui se regroupent pour faire quelque chose, tout le monde peut incorporer ce comité, va être le groupe qui aura tous les pouvoirs pour mener à bien cette tâche qui se sont sur laquelle ils se sont tous mis, quoi. C'est très très simple en fait comme concept. C'est ce que je disais au début, les personnes qui sont là sont les bonnes personnes pour faire ce qu'il y a à faire. Par exemple, j'ai envie de faire des décos de Noël, je pense, parce que c'est vraiment un exemple à la con, quoi. J'ai envie de faire des décos de Noël dans le magasin. Qui est-ce qui a envie de participer avec moi pour faire des décos de Noël? Il y a 4 personnes qui disent moi, allez hop, tous, on fait un comité déco de Noël, et hop, on fait les décos de Noël. Et voilà, on le fait. Et on n'est pas là à demander ou à attendre que d'autres disent ah ouais mais moi je veux pas des guirlandes rouges, moi je préfère les guirlandes vertes. Non, c'est des... si tu préfères, viens avec nous le faire. Ouais, nous c'est ça qu'on fait pas, nous on soumet toujours tout à tout le monde en fait. Ça techniquement c'est pas faisable. C'est compliqué. C'est pas faisable dans le sens où on va prendre des heures pour chaque décision. Et encore, on n'a pas toujours la décision au bout. En plus. Alors après, on va vous en parler. Il y a au travers d'un exemple très parlant qui nous a tenu pendant des mois, comment on fait pour prendre nos décisions au sein des comités. On part du principe que qu'on ne veut pas voter. On ne veut pas voter parce que le vote, on est obligé de le faire pour la présidence parce que ça c'est une obligation légale, mais sinon on vote jamais. On vote pas parce que c'est toujours la même histoire. Dans le vote, il y a 51% de gens contents et 49% de frustrés. On estime que c'est pas un bon modèle social, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va arriver à créer du collectif. Encore en mettant des gens en compétition et en recréant de la frustration et en recréant, au contraire, l'idée c'est que toutes les personnes qui sont capables de faire quelque chose puissent se mettre à s'atteler à faire ces choses-là. L'idée c'est d'être tous orientés vers le collectif, c'est-à-dire vers qu'est-ce qui est bon pour notre œuvre commune. C'est-à-dire apprendre à mettre de côté toutes nos... oui c'est ça, et puis tous nos intérêts personnels. Notre intérêt collectif c'est l'intérêt collectif. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des intérêts personnels à côté, mais ils n'ont rien à voir avec le collectif, c'est autre chose. C'est deux parties de notre vie. On a chacun notre vie privée, et quand on est en collectif, on est sur le collectif. Ce sont vraiment deux choses très dissociées, quoi. Et dans notre mode de prise de décision, justement, on arrive on travaille à trouver tous les outils pour justement être toujours orienté sur l'intérêt commun. Donc le vote c'est clivant. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se trouve à 10 personnes autour d'une table et qu'on n'est pas d'accord sur une décision à prendre? Ce qu'on fait c'est qu'on va décortiquer tous les éléments de cette décision. On va vraiment tout poser à plat, absolument tous les éléments, et on va les examiner un par un et on va discuter de tout en détail. Voilà, qui veut s'occuper de cette tâche-là? Avant de se poser la question de comment les détails en fait, dans beaucoup de cas en fait, par exemple si c'est pour trouver le local à l'époque, avant de savoir voilà quel quartier tout ça, qui veut s'en occuper, et après souvent il n'y a qu'une petite partie des gens qui veulent s'en occuper, qui ont l'envie de le faire, et après ces gens-là eux-mêmes vont prendre cette décision en fait. Voilà. Du coup au lieu d'être 10, ça fait réduire à 4 personnes, et c'est les gens qui ont vraiment un intérêt, qui vont s'en occuper, et du coup ils vont décider dans leur petit groupe. Et déjà du coup ça réduit, ça a beaucoup de décisions en fait se sont pas éliminées mais simplifiées comme ça. Et après dans le cas où en fait on veut prendre une décision collectivement parce qu'un petit groupe revient vers l'ensemble du collectif parce que ils ont besoin d'avoir une décision commune,
Dans ce cas-là, on utilise ce que va dire Charles. Ouais, en fait, ce qu'il veut dire aussi, Yannick, c'est qu'à la source de tout, il y a le principe de déléguer. Ouais. On est parfaitement conscient qu'on ne peut pas prendre toutes les décisions tous en commun. D'un point de vue opérationnel, c'est impossible, enfin c'est ingérable, c'est absolument ingérable. On y arrive à 20, au-delà, même à 20 déjà. On a essayé jusqu'à 60, ça va, mais ça devient absolument infernal parce que du coup on n'avance pas, parce que tout le monde a son avis et on arrive, c'est absolument pas fluide quoi. Dès que vous me permettez. Ah bah oui, bien sûr. Parce que nous on a... J'essaye d'adapter aussi à nos trucs. Donc en fait vous avez des grands pôles. Il y a le pôle administration, enfin voilà, ils ont des grands pôles d'après ce que j'ai compris. À l'intérieur de chacun de ces pôles, il y a des comités de travail. Après je te laisserai expliquer les principes de réunion. Et en fait il faut quand même savoir que chaque pôle, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, chaque pôle, chaque comité de travail a un responsable et un référent. Nous on a beaucoup oscillé avec ces deux mots. Là j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont expliqué la différence entre ces deux mots. Et il n'y a pas d'histoire de hiérarchie, de machin comme ça, hein, mais c'est des questions autour desquelles on tourne et moi avec lesquelles j'ai des fois un petit peu de soucis. Donc le responsable a un rôle remontant, descendant, voilà, et le référent a un rôle remontant. Voilà, et je trouve que c'est génial quoi, ça va dans les deux sens. Et donc il y a bien quand même des responsables et des référents. Voilà, ce qui n'annule absolument pas le processus démocratique comme vous pouvez l'entendre. Mais c'est quand même nécessaire, c'est bien aussi la question que je me posais. Bah, c'est nécessaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire une tâche, s'il n'a pas les mains libres pour la faire, il va pas faire cette tâche de la même manière. À partir du moment où il prend une tâche en main, on est responsable de l'aboutissement de cette tâche. Ou alors si on n'y arrive pas, on dit finalement j'ai eu plus gros yeux que grand ventre et je crois que j'y arriverai mais j'y arrive pas. Qui est-ce qui peut venir prêter la main? Mais après, à partir du moment où on prend quelque chose en main, c'est qu'on se sent de le faire et puis on va le faire. Enfin, c'est du début à la fin. Alors l'idée de responsable référent, c'est de séparer les entre guillemets pouvoirs de chacun. Si quelqu'un a une seule casquette, ça veut dire que s'il y a un problème, même relationnel ou pratique au sein d'un comité de travail, c'est la même personne qui va tenir, quand on a une seule casquette, qui est à la fois, qui a entre guillemets l'objectif de résultat, et qui doit aussi régler les problèmes et faire remonter les problèmes de la base vers le haut. Donc facilement, ça crée des situations de parti pris. C'est très très difficile à gérer parce qu'une personne en bas peut s'entendre mal avec la personne qui est responsable et c'est à la même personne qu'elle va venir se plaindre alors qu'elle a des problèmes relationnels avec elle. Enfin ça crée des nœuds et du coup des non-dits et du coup des histoires d'ego, de bagarres intestines. Ça met du pataquès relationnel et ça complexifie les rapports, alors qu'en séparant le remontant et le descendant, on va s'adresser à une autre personne en disant j'ai des problèmes au sein du comité parce que pour telle et telle raison, et c'est une autre personne qui va justement faire remonter cette difficulté. Alors ça peut aussi être une difficulté matérielle. On doit faire une tranchée, seulement là j'ai pas le budget pour louer la pelleteuse. Le référent va faire remonter l'information jusqu'aux personnes qui s'occupent des finances en disant voilà, nous le comité il s'est donné ou il a eu pour tâche de s'occuper de trouver quelqu'un pour faire la tranchée, de régler tout. Mais par contre voilà, ça coûte tant et on n'a pas assez de budget là. Donc c'est pas la même personne qui s'occupe de mener à bien la tâche et celle qui s'occupe de faire remonter les problèmes. Et ça allège psychologiquement, ça allège le poids pour tout le monde. Autant pour celui qui est responsable, parce que c'est même très difficile quand on est responsable, de prendre sur soi pour se dire j'ai des problèmes avec cette personne et je vais essayer vraiment de les regarder en face et comment ne pas être impartial. Enfin,
c'est très très difficile. Du coup, on a essayé de trouver un moyen pour contourner ce problème. Et la grosse différence, bon, on l'avait plusieurs fois, on avait encouragé à dire chaque pôle, chaque comité, bref, nous on change tout le temps de mots, organise ses propres réunions. Ça c'est pas trop fait. Donc nous on a une réunion du collectif, c'est ça pour moi qui pose beaucoup de soucis. Donc chacun a ses dossiers, ses machins, et tout est étalé en même temps. Et il y en a forcément qui se mettent à parler en binôme parce que c'est pas leur dossier, que ça les intéresse pas. Et donc là, la grosse différence, c'est que chaque responsable de comité, enfin chaque comité organise ses propres réunions. Chaque pôle, je crois, aussi organise ses réunions. Et il y a quand même, il y a quand même un petit peu une hiérarchie, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, tu as parlé de haut et de bas. En tout cas, il y a la table ronde qui se réunit une fois par mois. C'est les responsables de pôle et de comité, ou non, juste responsables. Alors voilà, l'architecture, c'est comme ça en fait. On a une table ronde mensuelle. Cette table ronde, elle réunit tous les responsables de pôles. Les pôles, c'est les 6 grands pôles. Il y a un pôle communication, il y a un pôle approvisionnement, il y a un pôle administration, il y a un pôle technique. Voilà, les autres, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, on a 6 pôles. Bon. Les comités, en fonction des tâches qu'ils ont, ils sont rattachés à un pôle ou à un autre. Oui, on a un pôle animation. Approvisionnement, on a un pôle animation. Donc l'idée, c'est on ne peut pas prendre des décisions à 60, donc comment faire pour les prendre à 10 ou à 20. Enfin, donc en fait, ces comités sont donc réunis en pôles, et c'est les responsables de ces pôles qui se réunissent en table ronde une fois par mois pour voir ensemble quel est l'ordre des priorités. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ou qu'est-ce qu'on doit décaler. Donc en fait, avant chaque réunion de table ronde mensuelle, les responsables de pôle demandent aux responsables des comités qu'est-ce que vous avez en train, où est-ce que vous en êtes, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre. Et ils font remonter donc à la table ronde pour discuter et prioriser les grands projets ou les tâches à faire. Et on voit en fonction des réalités, c'est-à-dire des finances et des urgences, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire avant telle chose. Voilà un peu comment sont réparties les choses. Alors si un comité veut faire quelque chose, mais que financièrement on ne peut pas le faire à ce moment-là, ça va juste être décalé dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui dit non, on ne va pas le faire. C'est pas du tout ça. Ça veut dire aujourd'hui, on ne peut pas. Pour telle et telle raison pratique, on ne peut pas le faire. Mais dès qu'on pourra le faire, ça va être mis à l'ordre du jour. Donc en fait, la table ronde, elle fait un espèce de grand tableau sur tous les mois, et elle déplace les post-it des tâches en fonction des priorités. Si on a un frigo qui lâche, ça devient une première priorité parce qu'on ne peut pas s'en passer. Donc ça passera avant d'autres choses qui étaient moins importantes. Voilà comment on fonctionne pour essayer de prioriser les tâches à faire, et pour faire en sorte que ça soit fait entre un groupe resserré de personnes mais représentatif des autres. Parce que en 2 heures de temps, s'il y a 60 personnes, on ne peut pas discuter de toutes ces questions. C'est absolument impossible. Donc en fait, c'est des personnes qui ont pris la responsabilité d'être responsables et qui donc prennent la responsabilité de prioriser. Et ces personnes, si quelqu'un d'autre veut être responsable à la place d'une personne, il peut dire il peut se proposer. Chacun remet ses responsabilités en cause régulièrement. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la place, super. Devient responsable à ma place, on change. Parce qu'on est justement dans l'esprit de déléguer tout le temps. Quelqu'un qui est responsable, une de ses tâches principales, un des maîtres mots de son fonctionnement, c'est de déléguer. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis responsable du pôle communication. Si quelqu'un me dit, moi j'ai envie de faire l'affiche de tel truc, je ne suis pas censé lui dire non. Par contre, tu disais quand même l'autre jour, tu regardes quand même. Comme j'ai la responsabilité de l'exécution, je regarde que la chose va être faite en temps, puisqu'on en a besoin, et qu'elle sera faite en respectant les conditions. Mais la personne m'a dit, moi je le prends en main et je le fais, je lui fais confiance. Je dis, ouais, fonce. Évidemment, si le résultat est complètement pourri, je pourrais dire, en fait, là, on n'obtient pas le résultat, donc je vais reprendre la tâche en main, parce que là, opérationnellement, on ne peut pas y arriver. Mais d'emblée, a priori, je fais confiance et je transmets la tâche. Et c'est mon rôle.
Et tu peux même donner les éléments pour qu'il puisse. Ah bah bien sûr, ah bah évidemment, c'est l'idée. C'est ça il faut qu'il fasse ça. Ah bah je sais ce que je dois faire. Le boulot, son boulot, c'est plutôt de donner les éléments à tous ceux qui veulent faire, plutôt que de faire les tâches. C'est surtout ça. J'ai une question. Est-ce que vous partez du besoin de l'entreprise ou est-ce que vous partez par exemple, sur un planning, voilà, vous ouvrez 7 jours sur 7, donc il faut le lundi, mardi, mercredi. On sait qu'il faut au moins 3 personnes le matin, 2 l'après-midi. Donc vous partez quand même d'un besoin du magasin et les gens se positionnent. Alors tout dépend des sujets. Pour le fonctionnement du magasin, c'est vraiment en rapport avec le fait qu'on a des créneaux impératifs de 3 heures toutes les 4 semaines. Donc au fur et à mesure du nombre de références augmentant, de toutes les tâches qui ont été plus ou moins au fur et à mesure du temps bien déterminées, on sait qu'il faut, ça c'est les salariés qui sont là au quotidien, ont déterminé qu'il faut sur tel créneau, il faut à peu près tant de personnes, parce que là il y aura plein de livraisons, il faut qu'on soit plus nombreux, enfin voilà, ça s'est mis en place petit à petit. Et on a un système éventuellement d'échange de créneaux pour si quelqu'un ne peut pas venir, il lâche son créneau sur une interface en ligne et puis il récupère un créneau libre à un autre moment. Bon voilà, mais ça c'est purement organisationnel. Ça c'est des choses qui ont été qui sont indispensables au magasin. Le fonctionnement dont tu parles en fait, ça c'est des choses qu'on sait depuis le début, on s'inspire carrément de la coopérative de New York et de Paris, on sait comment ça peut faire, on fait comme eux, on a tout un planning qui est mis en place pour ça, en fait ça c'est presque automatique maintenant, c'est-à-dire que chacun a son créneau, c'est tel jour, telle heure tous les mois, et comme dit Charles, il peut échanger. Et ce dont on parlait tout à l'heure, les décisions, ça c'est des décisions qui sont en parallèle, c'est des choses, et d'un côté il y a l'organisationnel, donc tout cela, s'il y a des problèmes avec les créneaux où il manque des gens, ça rentre dans l'organisationnel, c'est le besoin du magasin pour qu'il tourne, et ça par exemple l'équipe des 6 salariés, s'il y a besoin de prendre une grosse décision par rapport à ça, ils la prennent tout seuls en fait. Voilà. Ça passe même pas par le reste des gens parce qu'en fait c'est du jour au lendemain. Par exemple, voilà, il manque 10 personnes demain, il faut faire appel à des gens, ils trouvent des solutions eux-mêmes. Ça c'est des choses vraiment, ou par exemple le frigo par exemple, ça aussi des fois c'est déjà arrivé, le frigo marche plus, il faut le réparer, non ça c'est l'organisation, c'est du jour au jour. Ça c'est vraiment le rôle des salariés quand il y a de s'occuper de ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps en fait de demander aux autres. C'est une priorité vitale. Après tous les autres problèmes qui sont par exemple, je sais pas, il nous faut de nouveaux producteurs, on veut faire des décorations, des trucs qui prennent, on a plus le temps de s'en occuper. On veut faire des travaux dans le magasin, là il y a le comité travaux qui va s'en occuper et faire l'étude, voir techniquement comment on peut le faire, comment ça nous coûtera, combien de temps ça va mettre à le faire, qui va après faire une étude complète du truc et après on va voir si financièrement on peut le faire. Voilà, tout dépend de si c'est des tâches organisationnelles urgentes. C'est des gens qui sont là et qui les prennent en main tout de suite, parce que c'est urgent. Est-ce que l'équivalent de notre comité de pilotage, donc en gros c'est les futurs salariés, donc vos salariés, ils se réunissent, eux ils se voient tous les jours et ils font des là c'est encore autre chose. Eux ils se réunissent au moins une fois par semaine tous ensemble, ils ont une réunion de coordination ensemble. Voilà, donc c'est l'équivalent de notre fameux rendez-vous du lundi. J'essaye toujours d'adapter un petit peu à nos bazars. Et c'est vital pour eux, et puis d'ailleurs ils ont tout fait pour faire en sorte de ne pas être dérangés pendant les 2 heures ou 3 heures de coordination de début de semaine qu'ils font ensemble. On ne peut pas rentrer dans le bureau quoi. Et quand on rentre dans le bureau, ils nous regardent tous d'un regard noir, on sort tout de suite. Parce qu'ils sont concentrés sur leur truc et ils ont besoin de se répartir les tâches de la semaine. Ce qui est important, c'est que dans leur cas, ils font cette réunion hebdomadaire, mais en fait ils font passer par des... Ils ont essayé plein de choses différentes. Puisqu'en fait l'équipe de salariés a pas mal de travail et ils sont tout le temps ensemble et il y a pas mal de choses. Et ils ont vraiment essayé, là ils font une réunion hebdomadaire, mais ça se trouve dans un mois ils feront autre chose en fait. Ils ont essayé 15 types de... Ils ont cherché parce qu'à chaque fois en fait, ils essaient d'améliorer le fonctionnement parce qu'en fait ils sont au cœur du projet, ils sont vraiment dans l'organisation, ils ont pas mal de choses à gérer. Et ils ont essayé des méthodes d'animation différentes, ils ont essayé des post-it au mur, des trucs... Ils ont la chance d'avoir un des salariés qui a toujours des idées pour animer différemment leur fonctionnement. Et là, je pense qu'ils sont arrivés à un truc plus stable parce ils ont essayé plein de trucs. Mais je trouve que ça c'est vachement utile pour l'équipe de salariés, en tout cas dans notre cas, qui travaille à plein temps. Mais ouais. Et en plus le problème c'est qu'ils se voient pas tous les jours en fait, vu qu'ils sont
on est ouvert, les créneaux c'est de 6h à 21h30. Ça tourne en fait les salariés. Il y en a 2 qui font le matin, 2 qui font midi en gros. Hein. C'est plus compliqué que ça, mais bon. Du coup, ils sont jamais plus de 2 ou 3 en même moment dans le magasin. Et ils sont 6. Donc il faut qu'ils puissent en fait, en se voyant une fois par semaine, 2 fois par semaine, être au courant de tout ce qui se passe. Et ouais, nous on a ce souci, et comme on n'est pas sur le lieu, tu vois, on se voit... Le principe de l'agora mensuelle, c'est que les gens qui s'occupent des finances fassent un petit point rapide pour que tous les gens qui viennent soient au courant de ce qui s'est passé pendant le mois, de savoir où on en est. Et que les comités qui le souhaitent puissent dire voilà, nous on lance ça, s'il y en a que ça intéresse, qu'ils viennent, ou voilà ce qu'on a fait ce mois-ci, on a mis ça en place. Donc en fait toutes ces réunions-là, elles sont préparées. Ordre du jour envoyé une semaine à l'avance. Enfin, on prépare toujours les ordres du jour parce qu'on sait très bien qu'au bout de 2 heures, on est tous les mêmes, on n'a plus d'attention, on fonctionne plus. Donc pour faire un truc en groupe, on met en place un ordre du jour. Il y a un maître du temps qui fait en sorte que le temps soit respecté pour chaque. Alors je dis pas qu'on le respecte à la seconde près, et quand il y a vraiment un sujet important qui se dégage, on en parle quand même. Mais bon, globalement, on respecte quand même pas mal les temps, quoi. Et on se dit notre agora elle va durer 1h30 et après on boit l'apéro. Au bout d'1h30, on dit quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, là c'est terminé, on arrête. Ça veut dire que si on devait parler d'autre chose, il va falloir faire une autre réunion, parce que là on n'avait pas le temps de traiter ce sujet en entier, donc on le reprendra une prochaine fois, de manière en y accordant plus de temps. Et ça permet à chacun de savoir qui va avoir, pour chaque portion de l'ordre du jour, de savoir que ça va être dit, que le temps ne sera pas mangé par les uns ou par les autres. Et, il y a un minutage par sujet. Il faut s'organiser, quoi. Alors que moi je dis, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, ça va me prendre 2 minutes. Donc voilà, je demande 2 minutes de temps. Et je sais que parce que je sais qu'en 2 minutes ça suffira, que j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'accaparer le temps de tout le monde pour au-delà, voilà. Mais j'insiste, ils y arrivent parce qu'il y a les réunions, comités qui se font, et donc les gens, toi par exemple tu crées un comité base de données, donc les gens discutent vraiment tout ce qu'il faut là-dessus, et après c'est résumé dans la table ronde. Alors que nous, à chaque fois, chaque sujet en fait est déballé, donc on n'y arrive jamais à aborder tous les sujets. Il n'y a pas vraiment d'ordre de priorité. Et après, forcément, il y a des incompréhensions, comme nous, l'histoire des embauches qui a été squeezée à chaque comité de pilotage, alors que c'était une priorité par rapport à peut-être d'autres choses. Et donc voilà, c'est ça qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à faire, que chaque responsable, chaque comité puisse se réunir et discuter autant qu'il veut de ses soucis, quoi. Mais dans notre cas, on a quand même créé beaucoup d'étages parce qu'on est très nombreux. Parce que jusqu'à pas si longtemps que ça, il y a à peine 6 mois, 1 an, l'agora qu'on faisait tous les mois, où les comités reviennent, on prenait encore des décisions où les comités pouvaient dire voilà, là on hésite sur, je sais pas, sur acheter tel produit ou tel producteur, on veut prendre ou pas. Et les décisions pouvaient se prendre avec les gens parce qu'on était 30, 40. Et on aimait bien ce fonctionnement. D'ailleurs, si on n'est plus gardé, on aurait continué. Mais bon, ça a grossi. Et aux Agora, il y a eu 100, même une fois on a eu 120 personnes qui sont venues. Et là, ça ne marche plus, même si c'est minuté, avec maître du temps, tout ce que tu veux. 120 personnes, ça marche plus. Et c'est pour ça qu'on a créé la table ronde, où maintenant il y a seulement au maximum 15-20 personnes, et l'agora est devenu un lieu informatif. Mais à votre échelle, c'est ce qui est peut-être plus proche de votre échelle, c'est le côté les comités et l'agora. Ce qu'on faisait avant et qui marchait très bien. Même des fois, on a dû faire des pôles parce que justement il a fallu qu'on... Parce que maintenant il y a 30 comités, voilà. Donc... oui, on n'a peut-être pas besoin des pôles et des comités, mais après, je pense quand même que... c'est opérationnel, quoi, mais sur il faut quand même que chaque dossier ou comité ou pôle, bref, en tout cas, le chantier, par exemple, tu vois, j'ai un exemple, mais... À notre dernier comité de pilotage, à un moment, la question du chantier de rénovation a commencé à être abordée en détail, avec la question des tranchées et tout. Et là, moi, je me suis dit, il y a un souci, il me semble que ça devrait être abordé dans le cadre de la réunion chantier qui existe en plus. Parce que du coup, forcément, ça mange du temps.
sur les autres sujets. Et qu'en 2 heures, on ne peut pas aborder en détail chaque truc. Il y a des personnes qui sont pas compétentes sur cette question. Oui, et puis il y a des personnes qui assistent presque à toutes les réunions et qui du coup entendent 10 fois les mêmes trucs. Donc peut-être éviter aussi pour pas s'user, parce que c'est quand même fatigant tout ça, des redondances pour certaines personnes qui vont se taper les mêmes infos, je sais pas combien de fois dans la semaine. Oui, voilà, tout à fait. Faut que tu relances la machine, il y a des remises en question, puisqu'il y aura toujours une nouvelle idée, il y aura toujours un nouveau truc, et donc tout est remis en question, et c'est là où on n'avance pas. Et alors, allez, on recommence. Donc c'est vrai que c'est vachement bien, si chaque pôle prend un petit peu ses décisions, etc. Ça, voilà. Et ça, c'est arrivé à ça, ça serait vraiment bien. À chaque fois qu'il y a un sujet qui revient, c'est le réflexe qu'on a maintenant. Toi, les plans cuisine, je veux pas les voir. C'est de dire, à chaque fois qu'il y a une question qui revient, c'est par exemple quelqu'un qui pose une question sur le sujet chantier, et ben le réflexe qu'on a maintenant, c'est de dire voilà, ta question, va leur poser directement après la réunion ou plus tard. Voilà. Ou si c'est une question du genre, si c'est quelqu'un du groupe chantier ou autre qui va dire bah voilà, on se bat pour ça, bah, mais prenez la décision, on vous laisse prendre la décision ensemble, puisque après s'il y a le temps. Mais souvent il n'y a pas le temps dans les réunions. Et souvent ce qui s'est passé pour nous, c'est ça, c'est de dire aux gens voilà, on n'a pas le temps, c'est on vous laisse prendre la décision vous-même en fait. Vous êtes et si un tel veut participer, bah vas-y, va avec eux et prends une décision vous-même. Et comme ça en fait, des fois on peut faire des réunions qui durent une demi-heure parce qu'en fait on dit la décision, bah vous en occupez, celle-là vous prenez. Et du coup on prend aucune décision, les gens prennent les mêmes décisions. Voilà, le principe du consentement, c'est pas la même chose que le consensus. Le consentement, c'est vraiment quelque chose d'accepté. Ça part du principe que quand une décision est adoptée, elle est adoptée maintenant parce que c'est la meilleure décision à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que cette décision qui sera adoptée, elle sera gravée dans le marbre. On l'expérimente, si ça ne marche pas, bah, on va revenir dessus puisque ça ne marche pas. Il faut être pragmatique. Alors l'idée, c'est en fait, c'est un changement personnel finalement qui s'opère sur notre manière d'envisager les choses. C'est si je ne suis pas d'accord avec une décision, c'est de me poser la question pourquoi est-ce que je m'oppose? Est-ce que je m'oppose parce que j'ai un a priori là-dessus, depuis toujours je suis contre ça? Est-ce que je m'oppose en me disant bah de toute manière si cette décision est prise comme ça je me barre, je veux plus avoir rien à faire dans cette histoire là, ou si cette décision est prise, est-ce qu'elle va m'empêcher de dormir? Est-ce que si cette décision qui ne me convient pas, elle est prise de cette manière qui ne me convient pas, ça va me pousser à quitter le projet, ou est-ce que c'est vraiment invivable? En fait la question c'est d'où est-ce que je m'oppose? Est-ce que je m'oppose pour des raisons personnelles? Ou est-ce que je m'oppose parce que c'est pas bon pour la collectivité? Pour le projet. Donc en fait, quand on a décortiqué un problème tous ensemble et qu'on a mis vraiment à plat tous les éléments, et qu'on dise bah voilà, le plus pragmatique aujourd'hui, ça serait de faire ça. Et que quelqu'un dit moi je suis pas d'accord, la question c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que ton opposition est légitime? Une opposition légitime, c'est une opposition qui met en avant une raison précise qui fait que ce n'est pas bon pour le projet, que c'est un problème pour le projet collectif, que ce n'est pas une question personnelle. Et c'est là où intervient vraiment l'idée du collectif. On est là pour prendre une décision concernant quelque chose de collectif. Mais qui c'est qui a dit au départ on va choisir cette solution? Ah oui, ça c'est... En fait, le tout début, après on discute, mais qui pose la décision et comment? C'est-à-dire parce que la majorité a l'air d'accord ou parce que la personne qui dit je décide trouve que c'est le mieux? C'est ça que j'ai pas compris. En fait, on part toujours d'une le consentement, en fait, ça a carrément été... Il y a des gens qui font de l'animation qui ont carrément listé un protocole en fait. Si tu veux être presque sûr que ça marche, tu suis le protocole. Et le protocole, c'est d'abord, ça part d'une proposition. Ça marche pas. Dans le cas, par exemple, souvent, tu as un petit comité qui bosse sur un chantier ou sur autre chose et qui vient, voilà, on vous propose de faire ce projet-là ou d'acheter ça. Voilà, et du coup, la personne qui propose, elle amène tous les détails pour que les gens puissent être au courant de cette proposition, de ce qui est en lien. Et du coup, la suite, s'il y a une opposition, l'étape suivante, c'est... donc il y a une opposition qui est légitime. Alors cette opposition n'est pas légitime. Si c'est je suis pas d'accord parce que j'aime pas la couleur parce que j'aime pas la couleur du frigo qu'on va acheter, est-ce que ça met en danger le projet? Non. C'est pas si grave. Non, ça met pas en danger le projet. C'est serrer les... Et dans ce cas-là, du coup en fait c'est le collectif en fait qui va être là et on va et souvent c'est un petit peu en concertant.
on se regarde, oui, on est tous d'accord pour dire que l'opposition de la personne qui est là, bah, elle n'est pas légitime par rapport au projet, c'est pas mais pendant le projet, donc elle est éliminée. Donc la personne va rester. Ça va s'éliminer de soi-même. En fait, ça s'élimine de soi-même. Va comprendre que Ben voilà. Voilà, souvent c'est ce qui se passe. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, il faut pas. Ça se fait en discussion bienveillante. Hein, Oui, pour que ça- Férié, là, je crois. Et dans le cas où il y a une opposition qui est légitime, par exemple, voilà, ça met en danger les finances. Et ben là, en fait, l'étape suivante, c'est de se dire voilà, comment on peut adapter la proposition pour qu'en fait l'opposition, pour qu'il n'y ait plus de cette opposition-là. Bah, par exemple, ça peut être dans le cas où c'est un problème de finances, bah, le projet on le décale de 2 mois plus tard, à 2 mois plus tard. Ou ça peut être, en fait, si c'est pour acheter un truc, voilà, on achète d'occasion parce qu'on n'a pas, on change un peu. Et ça peut être fait dans le moment, s'il y a une, parce que des fois tu peux voir quelqu'un qui propose une adaptation de la proposition et qui va donc travailler dessus. qui va arranger, qui va en fait éliminer cette opposition. Et dans ce cas-là, ben très bien, on refait le tour pareil, tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a une opposition? Il peut y avoir une autre opposition parce que ça change quelque chose. Et s'il n'y a aucune opposition légitime, et ben en fait l'opposition est acceptée et on avance dessus. Donc voilà. Alors nous, on s'est retrouvés confrontés à une question complexe à gérer, qui peut paraître toute bête, mais qu'en fait, qui s'est avérée montrer plein de diversité d'opinions. C'était doit-on ouvrir ou pas le magasin les jours fériés? Oui, mais de haute lutte, les syndicats nous ont... Et oui, mais là, on n'est pas dans un système avec lien de subordination. On est dans une entreprise dans laquelle on est tous volontaires. Donc la question du lien de subordination ne se pose pas. Si tu n'as pas envie de venir faire tes courses, si tu n'as pas envie de venir faire ton créneau ce jour-là, tu ne viens pas. Mais qui suis-je pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose? L'idée, c'était de trouver un système dans lequel chacun puisse faire selon son envie, son âme et conscience, et que personne n'interdise rien à qui que ce soit. Chacun est légitime de dire non, et personne n'est légitime pour obliger quelqu'un de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et en fait, on a trouvé donc une solution très pragmatique, un problème qui nous a semblé au départ, mais complètement insoluble. En fait, parce que c'était très virulent. Hein. Il y avait certains salariés qui disaient oui, nous on veut vraiment pouvoir ouvrir parce qu'on pense à la pérennité du projet, on a besoin de faire du chiffre d'affaires ce jour-là. Alors la question, c'était de se dire, eh ben, de toute manière, on va en pratique, voilà, on va ouvrir le prochain jour férié et on va voir quel va être le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est vraiment vital du point de vue du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un argument pertinent ou pas? Qui était surtout l'argument de la liberté individuelle, de pouvoir faire ce que je veux quand j'en ai envie et de ne pas contester la liberté individuelle de l'autre. C'était ça l'argument vraiment important qui nous a permis de prendre la décision. En fait. Il y avait un autre truc par rapport à sur le fait que la décision a été prise, c'est que dans la proposition il y avait quelque chose d'intéressant, c'était de dire on fait ça pour seulement une année. C'est-à-dire qu'en fait, on propose ça, on essaye en fait, c'était des côtés. Alors, on expérimente ça pour une année, et dans un an, à l'agora qui correspondra, et ben, on remettra à plat. Là, il y aura les chiffres du chiffre d'affaires, il y aura la situation qui aura évolué, et en fait, la décision qui est prise maintenant peut évoluer dans un an. Et ça, c'est aussi important parce que du coup, beaucoup de gens qui étaient peut-être un peu frileux parce qu'ils étaient à moitié pas d'accord, et ben ils vont se dire bon bah d'accord, ok, on verra bien ce qui se passe, on essaye, et si vraiment ça se passe, on peut reparler dans un an quoi. Moi j'avais une question, c'était le comité conflit. Ah. Ça, il faut retenir ça. Bah, il peut y avoir des conflits de personnes, ça peut arriver. Donc bah, il y a des personnes qui se sont dit bah, nous on va essayer de faire de la médiation. Voilà. L'idée c'est ça, tout simplement. Donc il y a un petit groupe de personnes qui... c'est un des rares comités qui ne raconte pas à tout le monde ce qu'il fait. Parce que s'il y a une médiation, bah, elle doit se faire entre les personnes qui ont besoin de cette médiation. Et c'est pas quelque chose qui a vocation à être ébruité, puisque justement l'idée c'est d'essayer de laisser chacun s'exprimer et d'essayer de trouver une simple médiation. C'est quelque chose d'humain et qui doit se faire en petit comité, quoi. Justement pour éviter d'envenimer et de... L'idée de base, pour tous, c'est qu'en fait on a tous envie on a tous envie de faire ensemble. C'est ça qui nous motive tous dans ce projet. Donc on cherche, à chaque fois qu'on a un truc qui accroche, on cherche le moyen de trouver le moyen de mettre de l'huile pour faire ensemble. Parce que c'est ça
toujours, c'est faire ensemble et essayer de faire au C'est mieux, l'envie, ouais. de faire au mieux qu'on peut. Et on fait pas les malins, on n'a pas du tout la notion d'être parfait ou de détenir la vérité, pas du tout. Parce que souvent on se plante et puis bah, on se dit on s'est planté. Alors là, comment est-ce qu'on peut faire pour pas se replanter une deuxième fois ou pour trouver le moyen de moins se planter? C'est toujours un peu ces choses-là qui nous motivent, qu'on a toujours à l'esprit. Et en fait, on est à la maison puisqu'on est tous copropriétaires. Donc comment est-ce que j'agis quand je suis chez moi? Bon voilà, on essaye de... Eh ben, Belle parole. Est-ce qu'on peut vous dire que on vous remercie Ah, mais avec grand parce plaisir. que ça fait vraiment du bien d'entendre cette manière de voir les choses. C'est tellement positif, c'est tellement naturel de partir du fait que tous les gens ont forcément envie de bien faire à la base. Bah oui, oui. Et ça, c'est vraiment une base qui est beaucoup trop oubliée dans les systèmes habituels. Et se remettre ça en avant et en valeur, eh ben bravo.